La plus grande joie de ta carrière? La plus grande joie, d'être... d'avoir joué pour la princesse la plus sexy du monde. Lady Di. Bon, la plus grande déception de ta carrière? Que son mari soit venu. Ah oui? C'est pas le fait de ne pas faire le concert à la Concorde le 14 juillet 89? Ça t'a pas déçu, ça? Pas du tout. Que le gouvernement français t'ait préféré Jean-Paul Goude, ça t'a pas déçu? Jean-Paul Goude à Jean-Michel Bade? Ouais. Non. Ah bon? Non, parce que je crois qu'il y avait d'autres idées, de faire un défilé, que Jean-Paul Goude a beaucoup de talent et que je pense qu'il va très bien s'en tirer. T'es pas déçu du tout? Non, parce que j'ai envie de faire un concert pour 89 et que c'était pas un concert qui était possible à Paris, et que j'ai envie de le faire en 89 et que j'espère le faire. Donc je le ferai ailleurs. Mitterrand, t'étais assez copain avec lui quand même, t'avais voyagé Je pense qu'on est toujours. dans l'avion de Paris-Pékin aller-retour. C'est 2 nuits. 2 nuits avec Mitterrand, t'es même un des rares à avoir passé 2 nuits. Tout à fait, tu as même un t-shirt rouge, je peux le dire. Ouais. T'as dévoilé. Il était en t-shirt rouge? Ouais. Avec écrit quoi devant? Rien. Et ça n'a pas suffi. 2 nuits ensemble, ça n'a pas suffi. Il t'a pas soutenu, là, il a préféré Goude quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Mais je pense que c'est la vie, ça. Je crois que surtout, il a certainement préféré autre chose qu'un concert. Enfin, ça s'est mieux passé, on pourrait dire, avec le pape qu'avec Dieu, quoi, d'une certaine façon, en ce qui te concerne. On peut le dire, oui. Alors ton projet, c'est quoi? C'est de faire les Minguettes quand même. Tu vas écrouler les Minguettes, non, le 14 juillet? Tu sais, depuis 3 semaines, on a dit que j'ai fêté le 14 juillet à New York, à Londres, à Bordeaux, à Marseille. Si ça se passe dans la région lyonnaise comme je suis lyonnais, ça m'ira droit au cœur. Mais aux Minguettes, j'en sais rien encore. Maintenant, je suis très prudent. Il y a le plus gros coup de fric de ta vie? Oxygène. Oxygène, 8 millions d'exemplaires. Ouais. Et depuis, les ventes, c'est un peu moins à chaque fois quand même? Non. Rendez-vous, ça a été plutôt un peu plus. Ah bon? Et puis, ça dépend. Il y a des disques qui marchent mieux dans des pays plus que dans d'autres. C'est l'avantage de sortir des disques dans 50 pays. La plus grosse perte de ta vie? Ça serait celle des gens que j'aime. Non mais financière. C'est déjà partiellement arrivé. Ouais. Les Docklands, ça t'a coûté du pognon par exemple? Ça a coûté beaucoup de pognon au promoteur. Pas à toi? À moi non, je suis un artiste. C'est qui le promoteur? C'est pas Francis quand même? Non, c'est Francis Dreyfus était le producteur délégué. Le promoteur est anglais, c'est une histoire entre anglais. Entre anglais? Oui. Ça leur a coûté combien en gros? Ça a dû leur coûter cher. Leur demander. Ça a coûté 40 millions de francs, non? Paraît-il. Pourtant, il y a eu 200 000 personnes à 330 francs quand ça fait du pognon, ça. Oui, et puis il y en avait le double dehors aussi. Et malgré ça, ils ont perdu de l'argent. Bah, tu sais, quand il y a 300 ou 400 personnes qui sont sur les docks pendant 3 semaines, il faut les nourrir, il faut rallonger les locations d'équipement, tout ça, ça fait de l'argent. Donc effectivement, il a eu beaucoup de mérite de continuer jusqu'au bout, il faut le dire. Et tes problèmes d'impôt, ça en est où? Le problème d'impôt, effectivement, j'ai été redressé cher. Cher, 14 690 000. 10. Non? 10, ah oui, donc on exagère toujours là, ce qui est déjà beaucoup. 14 millions, c'est ce qui était déjà beaucoup trop lourd. C'était un moment où je démarrais, effectivement, je me suis fait aligner parce que j'étais pas beaucoup là, j'avais le cliché, j'ai confié ça à un comptable qui s'est pas beaucoup occupé de mes affaires. J'étais aligné, j'ai assumé, je suis resté en France. Ouais, c'est vrai, et maintenant je souhaite qu'on m'emmerde plus. En Irlande. Exactement. Et t'as payé, non? J'ai payé. Tu payes combien? 75 bâtons par mois, on a dit, c'est vrai? Non, c'est faux ça. C'est faux, c'est une chose qui est réglée. Bah oui, je veux dire, j'ai pas de planche à billets. Ça aurait dû là. Ouais. Donc t'en es où? C'est réglé ça? Ça c'est réglé. Mais comment ça se fait que tu avais oublié en 78, en 79, en 81 de faire des déclarations? Parce que c'était un moment où je commençais, que j'étais pas souvent là, qu'il y avait quelqu'un en qui j'avais confiance et puis qui a pas fait son boulot, quoi, c'est tout. Je me suis fait aligner comme beaucoup d'artistes. En plus, je pensais que j'étais plus intelligent que les autres et que je me ferais pas aligner. Effectivement, je me suis rentré dans la grande catégorie des artistes. Quand je me suis assis devant le contrôleur des impôts, il m'a dit 80% des artistes, quand ils démarrent, ont ce genre de problème. On l'a vu dernièrement dans une émission de télévision. Oui, mais enfin, moi, je pense pas que l'administration soit la Gestapo. Je pense que l'administration, en l'occurrence, a fait son boulot. C'est tout. Bon, c'est réglé, ça. C'est réglé. Quand il était petit, le rêve de Jamie, c'était de faire de la zik avec les Shadows. Ici Docklands avec Hank Marvin.
Non, tout va bien. Elle est toujours. Ses cheveux ont repoussé depuis Portier de Nuit. C'est toujours la mère de mes enfants. Ouais. C'est toujours le modèle favori d'Helmut Newton. Ouais. Et du mien en particulier. Et puis c'est toujours mon meilleur pote aussi quand je vais au bistrot boire un coup et refaire le monde. Mais c'est un mystère, ce qu'on appelle le mystère de l'amour, je pense. Ce que tu préfères chez elle, c'est quoi, par exemple? Tu veux dire à quel niveau? Physiquement? Ouais. N'importe quoi? Non. Les yeux, les mains, le reste. Ce que t'aimes pas chez elle, il y a un truc que t'aimes pas quand même. Pendant les Docklands, c'était ses origines britanniques, mais je m'en suis remis. Mais après 10 ans de mariage, la passion s'est pas émoussée? Pas du tout, où tu te tires, où ça se consolide. Dans notre cas, c'est plutôt la deuxième situation, je crois. Il faudrait lui demander, c'est ce qui me concerne. En ce qui te concerne, tout va bien. Puis on voyage beaucoup, ça permet de voyez pas revenir souvent enrichi d'expériences diverses. Vous voyez combien de temps par an, par exemple? Ça dépend, il y a des moments où elle tourne beaucoup, on se voit moins. Disons que je dirais, je sais pas, 6-8 mois par an. Ça va. Supportable quand même. Ce que tu préfères en toi? L'obstination. Est-ce que tu détestes en toi? Le doute. J'accueille maintenant Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, mesdames, messieurs, qui vous appelle encore Jamy? Ma mère, quelques intimes. Ouais. Ça se perd un peu. Ça se perd un peu, hein. Ouais. Il n'y a plus que moi et votre mère, finalement. Bah ouais, mais ça me fait plaisir, Thierry. Ouais. Vraiment. Alors, vous avez toujours les cheveux longs et finalement, ça revient à la mode. C'est un peu comme votre musique. Bah oui, c'est ça, il faut être patient. Il faut être patient, il faut attendre. Et obstiné, puis, surtout. Et obstiné, ça finit par revenir à la mode. Hein. Bah oui. Alors, on va parler de vous. Alors, vous êtes né à Lyon. Ouais. Et justement, quand on étudie votre vie, on découvre que tout ça n'est pas venu par hasard, puisque votre grand-père, qui était ingénieur au service des eaux de Lyon, a été l'inventeur de la console de mixage. Oui, c'est vrai. Enfin, il a un des inventeurs. Un des inventeurs à Radio Lyon de la console de mixage. Et il a inventé aussi le tourne-disque Tépaz, le fameux pick-up, a été inventé par le grand-père de Jean-Michel Jarre. Donc évidemment... Ça bien, moi aussi, sera c'était bien, toi qui viendras dans ma loge. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est le hasard, hein, c'est bizarre la vie. Donc très tôt, Jean-Michel Jarre, très tôt en contact avec la technologie, façon un peu bout de ficelle et bidouillage, hein, un peu Géo trouve tout d'une certaine façon. À 6-7 ans, vous vous mettez au piano, donc voilà, tout ça progresse. Votre père, bah évidemment, c'est le grand compositeur Maurice Jarre, hein, mais quand vous mettez au piano à l'âge de 6-7 ans, il est parti de la maison. Il est parti quand vous aviez 5 ans. Il y a sans doute une espèce d'héritage génétique, j'imagine, parce que... Oui, je sais pas, enfin, j'ai effectivement grandi assez loin de lui, aussi bien affectivement que physiquement, puisqu'il est parti aux États-Unis, et puis je l'ai revu quand j'avais 20 ans. À peu voilà. près. Lui, il a fait une carrière extraordinaire aux États-Unis. Il a écrit, bon, on connaît tous la chanson de Lara, Dr Zhivago, Laurence d'Arabie, etc. Et il est parti en vous laissant, votre mère et vous, en vous abandonnant d'une certaine façon, en vous laissant sans un sou. La moitié des droits de Lara, de la chanson de Lara, sont revenus à Dany Saval quand il a rompu avec elle, mais votre mère et vous, vous n'avez rien eu. Et vous dites souvent, d'ailleurs, vous dites, j'avais un nom qui signifiait argent, mais ma mère faisait des tricots pour gagner sa vie. Et d'ailleurs, après, quelques années plus tard, quand vous avez habité à Paris, elle avait un stand Opus, donc une femme modeste. Et c'est très étonnant de savoir que le fils de Maurice Jarre vivait dans un 2 pièces à Issy-les-Moulineaux. Quand vous faisiez du patin à roulettes dans l'appartement, il y avait un couloir et l'appartement était tellement petit que ça se terminait dans les chiottes et vous avez toujours la cicatrice. Comment il sait ça? Je ne sais pas comment il sait ça. tout. C'est incroyable. C'est absolument tout. Le KGB, c'est des amateurs. C'est Et clair. dans les chaussures des patins à roulettes avec les petits orteils trop serrés. Oui, trop serré, parce que... Et c'est pour ça que Philippe Candeloro vous a quitté. Oui, c'est ça, très tôt. Voilà. Trop tôt. Ça n'a pas duré longtemps avec Candeloro. Alors, votre mère, c'est une femme remarquable. C'est une femme qui n'avait d'autres ressources que sa pension de déportée, car elle avait eu un comportement exemplaire pendant la guerre. France Pégeot, elle était à Ravensbrück.
Résistante, pas seulement déportée, c'est ouais, des gens qui ont été déportés sans être résistants. Elle a été déportée parce qu'elle était résistante. Voilà. Je dis pour elle. Bien sûr. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Alors, évidemment, quand on regarde tout ça, le grand-père, la console de mixage, le TEPAS, le père, Maurice Jarre, le piano à l'âge de 6 ans. Et alors, autre chose aussi, c'est qu'à l'âge de 10 ans, votre mère avait connu en prison la patronne du Chat qui pêche. Le Chat qui pêche, c'était un club de jazz, où vous avez vu, très jeune, à l'âge de 10 ans, vous avez vu Chet Baker, Don Cherry, qui était le père de Néné et de Eagle Eye Cherry. Vous avez vu Coltrane. Donc voilà, tout ça, c'est... Oui, c'est vrai, pour l'anniversaire de mes 9 ans, tout à fait par hasard, comme ça, je traînais dans cette boîte qui était tenue par, en fait, une des meilleures amies de ma mère. Voilà. Et Chet Baker m'a mis sur le piano, comme ça, et m'a joué de la trompette pour mon anniversaire. Et je sens encore, même encore aujourd'hui, quand j'en parle, le souffle de la trompette sur le ventre, quoi. Ouais, c'est un très très bon souvenir. Oui, je ne savais pas du tout qui c'était. Et ce qui est bizarre, c'est que cette période, je n'ai que des souvenirs en noir et blanc. Le jazz, en fait, finalement, le jazz et le noir et blanc, c'est vrai que c'est lié. Oui. Et en fait, c'est drôle que tous ces souvenirs sont, quand j'y pense aujourd'hui, me reviennent en noir et blanc. Alors voilà, bon, puis après, dans les années 60, vous découvrez le rock'n'roll, Elvis Presley, Ray Charles, la musique instrumentale avec les Shadows, Apache. Et un jour, vous assistez à un concert de Danny Logan et les Pirates. Et là, vous dites, je veux faire la même chose. Vous créez un groupe qui s'appelle les Mystères 4. Vous avez vendu votre train électrique pour acheter une guitare et un magnétophone. C'est vrai. À Drouot. Le deuxième groupe s'appelait Dustbins, ce qui veut dire les poubelles. Et là, vous commencez à trafiquer, faire un peu de bidouille de son sur votre magnétophone. Et après 3 ou 4 ans de rock, vous aviez quand même battu les haricots rouges au tremplin du Salon de l'Enfance. Donc c'était pas mal. Il y a une autre chose aussi, c'est que je suis parti en Angleterre avec ce groupe et qu'on a joué dans un groupe, dans un club qui a beaucoup fait parler de lui à l'époque des années 60, qui était le Marquis Club. Ah, bien sûr. Où on était plusieurs groupes à animer la soirée. Et le groupe qui passait après, c'était un petit groupe dans lequel il y avait Eric Clapton et Jeff Beck. Oh là là. Et qui a été les Yardbirds après. Ah, les Yardbirds. Et qui était un bon souvenir. For Your Love, les Yardbirds. Exactement. Ouais. Alors donc, voilà, le rock, bon, je vous fatigue un peu. Vous découvrez la musique électronique à la fin des années 60, 68, 69, au groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer. Et là, vous commencez, c'est donc vachement tôt, quoi, il y a longtemps en tous les cas, vous commencez à faire des montages de bandes, des samplings, comme on dit maintenant, de la synthèse électronique. Et finalement, la théorie, c'est d'aborder le son sous la forme de texture, de couleurs, plus que de notes, c'est ça. C'est que Pierre Schaeffer, en fait, a inventé... c'était un des personnages qui a révolutionné la musique dans le XXe siècle. C'est vraiment, aujourd'hui, si la techno, la house music, toute l'électronique qu'on connaît aujourd'hui existe, c'est grâce à lui. Ouais. C'est vraiment Schaeffer qui a tout inventé. C'est vraiment parti de Paris, parti de la France, ça. Et alors, à cette époque-là, vous piquez les clés le soir du groupe de recherche musicale, le GRM, et vous allez bosser la nuit sur un premier disque qui s'appelle La Cage, vendu à 117 exemplaires, évidemment, c'était pas encore Oxygène, et le stock a été détruit par Pathé Marconi, quoi. Il n'y avait pas grand-chose à détruire en même temps, vous me direz, mais ça s'est jamais vendu, quoi. Non, mais c'était l'époque où il y avait un certain nombre de gens, comme Gérard Manset, comme Claude-Michel Schoenberg, comme Julien Clerc aussi, on était tous... chez Pathé, et les disques se lançaient souvent par la fenêtre, parce que c'était en face d'Europe 1, et en fait, quand on lançait un disque, on le lançait plutôt par la fenêtre, d'ailleurs c'est devenu plus sérieux. Nouvel artiste. Voilà. Alors en 71, vous êtes le plus jeune musicien à avoir été représenté à l'opéra, vous faites un truc qui s'appelle Auer, enfin Or, dire lumière en hébreu. C'est que il faut remettre dans le contexte, c'était l'époque d'après 68 où il y a eu une époque un peu dorée comme ça, où tout se mélangeait, où on trouvait aussi bien du rock, du jazz, du classique, l'électronique un peu dans des endroits un peu bizarres. Et c'est vrai que l'électronique à l'opéra, c'était la réouverture de l'opéra après quand Chagall a en fait peint le plafond de l'opéra. Donc il y avait eu la réouverture et c'était le spectacle et le concert d'ouverture. Et c'est une chose qu'on a finalement peu revu, cette espèce de moment un peu magique de l'après 68, où pendant 3-4 ans, il y a eu comme ça un mélange de genres, où finalement... Les Zabou qui dit oui, c'est vrai. On est d'accord. Non, mais je dis oui parce que moi, à 8 ans, j'avais des parents très politisés, et j'étais au secours rouge, et j'étais au comité Gavroche révolutionnaire. Donc, je me souviens de ça. C'est une époque très joyeuse, l'après 68. Mais il y avait un côté, tout le monde se parlait.
parlait dans la rue, tout le monde faisait des trucs, il y avait une possibilité. Ça a duré 3-4 ans comme ça. Et les gens n'en parlent pas, on parle toujours de 68, mais on ne parle pas de 72. Ouais. En fait, c'est 68-72, il y a eu 3-4 ans comme ça qui a été un peu... C'est l'époque des gasolines aussi. Voilà, tout exactement, ça. exactement. Tout à fait, oui, tout à fait. Enfin, au total, vous avez quand même vendu 55 millions d'albums. Ouais. C'est beaucoup. énorme, Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Moi, j'en ai rien. Ouais. C'était un des 55 millions. Et voilà. T'en as acheté 54 millions 980. Et voilà. Bah oui, Sinon, il aurait c'est pas ça, fait. à quoi ça tient, Si tu quand l'avais même, pas hein, à acheté, quoi il ça n'aurait tient. pas fait 55 millions. 55 Et millions. voilà. Alors, on connaît effectivement moins bien vos activités de compositeur et de parolier. Et on va écouter quelques chansons dont vous avez fait les paroles. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile. T'aimer toujours à la même heure, faut pas rêver. Patrick Juvet. De faire l'amour avec des fleurs, faut pas rêver. Très bien. Bon voilà, puis il y a aussi des choses pour Le Normand, pour Françoise Hardy, etc. Il y a une anecdote extraordinaire, d'ailleurs, je pense avec votre père, un jour il ouvre les fenêtres sur Sunset Boulevard et il y avait en face de ces fenêtres une affiche pour Equinox. Oui, c'est vrai. C'est une belle revanche, même si c'est pas vous qui avez décidé de mettre C'est vrai l'affiche. sérieusement, ça se passe comment les enquêtes là? Parce que c'est quand même dément ça. Hein, c'est quand même incroyable ça. De notre galaxie. Eh oui. Merci les enfants, merci. Alors, Pierre et Jean-Michel, vous avez pas mal de choses en commun, finalement, tous les deux, en dehors du disque. On a le même âge déjà. Oui. Oui, ça t'arrange. Bien le dire. Ouais. Ça Non, l'arrange mais un ça, peu. Non, vous avez d'abord, alors, le père absent. Vous avez ça en commun. C'est-à-dire que vous, bon, on l'a dit, votre père est parti aux États-Unis, vous aviez 5 ans. Pierre, c'est malheureusement encore plus triste. Il est parti, oui. Il est parti. A priori, il ne reviendra pas. D'ailleurs, j'en profite pour dire bonjour à mon père s'il nous regarde. Ouais. Parce que TV5, effectivement. Mais il y a 80 pays qui diffuse regardent partout, cette émission, absolument. donc je le salue. Bon, voilà. À tout hasard. À tout hasard, on ne sait pas, peut-être qu'il va vous appeler. Et donc, Bah, moi, vous. il faudrait que ça passe au paradis. Hein, pour qu'il regarde. Mais c'est déjà une chose en commun, c'est cette absence de père. Vous, effectivement, il est décédé quand. Oui, bon, j'en ai pas tant parlé, mais ça se sent sans qu'on s'en parle. Mais on s'est parlé de nos mères plutôt, en fait. Bah justement, oui, tous les deux élevés par vos mères, malheureusement. Yes. Et donc très proches, tous les deux, de vos mères aussi, finalement. Et réciproquement, on sont très proches de nous, quoi. Oui, c'est ouais, en ce qui pareil. te concerne, c'est sûr. Alors, beaucoup de points communs. Donc, le père absent, élevé par des mères, et aussi, vous avez choisi tous les deux des femmes-femmes. Vous, Charlotte, vous, Véronique, Samson. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous rapproche. Vous avez déjà parlé de ça? On n'en a pas encore parlé non plus, parce qu'on a beaucoup bossé. Il faudra en parler, les enfants. Non, c'est une amitié très neuve. Hein. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de se dire, en fait. Finalement, c'est vous qui nous le dites, et on va s'en parler certainement après l'émission. Après, mais... On va dîner ensemble après pour on justement a se tout de suite raconter tout travaillé. ça. Ça me rappelle un peu comme quand j'ai rencontré Muriel Robin. Ouais. On s'est rencontrés un soir, on ne s'est pas parlé, on savait qu'on se ressemblait, et le lendemain, on a écrit ensemble. Ouais. Et Jean-Michel, je lui ai dit un soir, j'ai vu un blaireau en boîte, une des rares fois où j'allais en boîte de nuit, j'ai vu... Et où j'y étais? Et où il y était, il y a un type qui a dit à la femme qui est à côté de moi, toi, je te flash, je te love. Et je l'ai dit à Jean-Michel qui dit, lui, il prend tout, Jean-Michel. Si vous faites tomber une fourchette de table, il fait, refais-le. Ah oui, d'accord. Ça peut faire un disque. Pierre Schaeffer, Ah ouais, c'est ça. l'école Schaeffer. Et il me dit, ça s'est passé il y a 3 ans, il me dit, écoute, si je te fais une musique, est-ce que tu me fais les paroles? Ouais. 3 ans plus tard, il me dit, écoute, j'ai la musique. Il me l'a fait écouter. Je lui dis, écoute, je cherchais les paroles. J'arrive une fois, un coup pour rien, parce que j'étais arrivé, j'avais un peu trop bu. Il a enregistré pour me faire Pas plaisir. tellement, t'as beaucoup dormi, mais, Voilà. mais pas tellement. Bon, au c'était fond. pas la bonne, la première fois n'était pas la bonne fois. Et pendant mon portrait de Mireille Dumas, elle me dit qu'est-ce qui serait original de filmer. Je dis bah voilà. Je dis écoute, je vais faire les paroles. Pour demain, je fais les paroles. Je dis à Jean-Michel, il me dit banco. Et on a filmé tout d'un coup. Et ça fait dans l'urgence, comme beaucoup de choses que je fais. Je te flash, je te love. Non, il faut une Ça a marché, ça. il me faut une petite. Ça va marcher. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une récréation. Oui, exactement, c'est ça. C'est une pas un récréation, coup, c'est vrai. c'est une récréation. Alors, on se prend pas au sérieux, assez pour le faire.
Mais je pense pas que ce soit un truc comique non plus, je voudrais que ce soit un truc drôle, mais je veux pas marcher sur les plates-bandes de la gaffe, quoi, sans ironie, quoi, je veux dire. Mais, non, mais je veux pas, c'est pas une Zobida ou une, voilà, quoi, puis je suis vachement fier, moi, de... Et puis alors, si ça marche, on se dit qu'on va faire ces chansons par Et si ça marche, on peut le dire, on va faire les 24 heures du mec en question. C'est-à-dire qu'il s'est pris des râteaux toute la soirée, il rentre chez lui. Ah oui, c'est le deuxième titre. Après, c'est le deuxième titre. Il Jabaré dans le concert. Et alors il passe la nuit à essayer de se suicider, mais il veut pas avoir mal. Donc il essaie différentes formes de suicide, mais sans douleur. Et ça marche pas non plus, etc., etc. Bien, Jean-Michel, je vais vous faire à tous les deux une interview nulle, mais avant de passer à l'interview nulle, je voudrais que vous disiez un mot de votre combat pour les homosexuels égyptiens, puisque vous avez lancé une pétition. Oui. Racontez ce qui se passe en 2 mots et dites je vais faire comment... le pitch. Oui, c'est pas de la fiction, c'est un pitch qui est lié à la réalité, malheureusement. Très brièvement, tout le monde, je pense, a dû voir ça à la télévision. Il y a un certain nombre de jeunes Égyptiens qui ont été victimes d'une rafle en mai dernier au Caire, devant une boîte qui s'appelle le Queen Boat, qui s'apparente plus d'ailleurs, que je connais bien, parce que je suis allé souvent au Caire, qui s'apparente plus au jardin d'acclimatation plutôt qu'au Queen de Paris qu'on connaît. Et ces jeunes gens se sont fait donc prendre par la police. Et le 14 novembre dernier, en 2001, 14 novembre 2001, 23 d'entre eux ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison, sans possibilité d'appel. Pour certains, avec des peines de travaux forcés, en l'absence de leurs avocats et de leur famille. Pour soupçon d'homosexualité. Oui. Voilà. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'associations gays, et pas seulement d'ailleurs, qui font un travail formidable à travers le monde pour essayer de faire sortir ces gens. Et j'ai eu le réflexe, en voyant ces types cagoulés partant dans leur prison sur des camions plateaux avec des grillages de cabanes à lapins et qui disparaissent donc pendant 5 ans, de faire quelque chose en fonction du fait qu'effectivement, moi je ne suis pas pétitionnaire, mais c'est un pays que je connais bien, que j'aime bien. J'ai eu beaucoup d'appels d'artistes, d'intellectuels, copains en Égypte qui m'ont dit « Nous, on ne peut pas faire grand-chose, mais il faudra absolument que vous essayiez de faire quelque chose de l'extérieur d'Égypte parce que nous, vis-à-vis de nous et de nos familles, on risque beaucoup. » Et au fond, ce pays qui est finalement le berceau de nos civilisations, le berceau de notre mémoire. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que l'Égypte était un pays très tolérant à l'époque d'Alexandrie, avant la nationalisation du canal de Suez. Alexandrie, c'est une ville cosmopolite, tolérante. Youssef Chahine nous en a beaucoup parlé. D'un seul coup, cette mesure qui est plutôt moyenâgeuse, qui est complètement obscurantiste au fond, fait qu'on ne peut pas nous laisser un pays qu'on aime se refermer sur lui-même, surtout en ce moment avec ce qui se passe dans cette région. Et que, effectivement, j'ai donc pris l'initiative de faire une pétition sous la forme d'une lettre ouverte au président Moubarak pour lui demander une chose simple, parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent dans cette région du monde, sans qu'on puisse faire grand-chose. Là, c'est très facile, il suffit qu'il signe au bas d'un papier et qu'il trouve le mec qui a la clé et qu'il ouvre la porte et il y a 23 types qui peuvent sortir demain matin. Je pense que pour que cette décision ait lieu en Égypte, ils ont besoin que la communauté internationale se réveille. C'est ce que vous faites tous les jours, toutes les semaines avec Michael Blanc. On essaie, Le problème de ce genre de choses, c'est qu'on est tous scandalisés quand les choses se font. Et puis finalement, on oublie. On oublie parce qu'on a nos vies, on a d'autres choses. Et ce qui est difficile, c'est de continuer. Et moi, j'ai décidé de continuer, de toute façon, quoi qu'il arrive. Si ça ne marche pas, j'irai au Caire voir Moubarak et lui rouler une pelle. Dans un deuxième temps. Ça dépend de l'issue. Quand il aura libéré les mecs. Attention, Jamiroquai, attention, interview nulle. On ne bouge pas pendant le on ne bouge pas pendant le jingle. Alors allons-y, Pierre Palmade, ça tombe sur vous. Vous devez partir dans un vaisseau spatial pendant 3 ans. Est-ce que vous préférez partir avec Elisabeth Tessier, Madame de Fontenay ou Nadine de Rothschild? Elisabeth Tessier est déjà dans les étoiles, donc je vais la trouver. Pas la peine que je l'amène. Qui d'autre? Madame de Fontenay, qui était Miss France, ou Nadine de Rothschild? Je sais pas, celle que je connais pas. Je vais prendre Nadine. Nadine. D'accord. Alors, Jean-Michel Jarre, si vous aviez le choix, vous préféreriez faire l'amour avec une fille très laide ou avec un mec très beau? Avec les deux, peut-être. Ou peut-être, oui, peut-être, oui.
Enfin, il faut voir, c'est difficile. Hein. Ça dépend de la laideur et de la beauté. Ça dépend de ce qu'on Très appelle laide, très laide. la C'est fille. très subjectif, la laideur. Non, 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 la Très fille, elle est subjectif. moche, elle est vraiment moche. Elle est quand même très dirigée, ta réponse. C'est Hein. très- Excuse, hein, t'as quand même très envie qu'ils disent le mec. Hein. Bon, Pierre Palmade, vous êtes dispensé de questions. Je te remercie. Alors, c'est à vous. Maintenant, le mot le plus con en amour. C'est merci, encore ou oui, oui. Laurie, attention, Ah, Laurie, vous avez qu'est-ce qui est expliqué que vous drôle. étiez vierge jusqu'au mariage. J'ai rien dit, hein. Ouais. Je rigole. Le mot le plus con en amour, merci. Moi, le plus con, je vais te dire, c'est quelqu'un. Tant pis, je le dis. C'est quelqu'un qui m'a reconnu pendant les rapports. Allez. À qui j'étais rentré comme si la personne était un peu embrumée, moi aussi, et c'est pendant les rapports, la personne a ouvert les yeux, a fait « Oh, Pierre Palmade !» Et ça m'a un petit peu déstabilisé. Jean-Michel, est-ce que vous savez vous lécher la langue? Ça veut dire quoi? Non, J'y ai on va pensé, moi. essayer à partir d'aujourd'hui, non, mais c'est un bon truc Essayez, à essayez. lancer. Ouais, arrête. Laurie, essayez de vous lécher la langue. Ah, mais si, on peut. On peut, Bien sûr qu'on peut. Ouais, je sais, je sais. José? Il faut céder du palais, hein. Ouais. Non, pas vous lécher la moustache, José. La langue. C'est me lécher la langue. Ah, c'est pas dur, finalement. Non, vous savez vous Non. lécher la langue, vous? C'est un peu con, mais c'est pas dur. C'est ça le service public. Bien, attention. Palmade, nous sommes seuls. Qui? Tous les deux. Vous et moi. D'accord. Bloqués l'hiver dans un chalet. Il fait très très froid, il y a 3 mètres de neige. On n'a rien à bouffer. Je meurs de froid. Vous mourrez de faim. Vous me mangez. Vous commencez par quoi? Demande à José Bové, il va te dire quel... Qu'est-ce qui est le meilleur dans... Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans Ardisson? Le gigot, voilà. Une bonne tranche de... Un beau cuisseau. Un beau cuisseau d'Ardisson. Et vous, Jarre? Le bas des oreilles, c'est pas mal. Le là. lobe des oreilles, ça doit être doux, ça, pour commencer. Quand on a très faim, quand même, c'est Non, on pas- commence Ça, c'est pas. pour baiser, Non, mais on c'est commence pas pour gentiment. manger. Non, mais on commence gentiment. C'est quand on baisse. Pour le plaisir. Aïe, aïe, aïe. Ah, celle-là, elle est dure. Hein. Jean-Michel, vous préféreriez être réincarné en slip de François Hollande, ah, je sais, de François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy? Ça, c'est très très dur, ça. Très dur. C'est lequel est le plus propre, à ton avis? On peut C'est ça la choisir question. autre. Ouais, voilà. Choisir dans quel slip vous voulez être réincarné. Parce que vous savez que vous serez réincarné en slip. Je me suicide. Ah ouais, ah ouais, T'as jamais vu un d'accord. slip qui se Je me suicide. Ouais. Non, mais je me suicide avant de Ouais. me réincarner. Ah ouais, Parce d'accord. qu'apparemment, quand on se suicide, on n'est pas réincarné. Bon, alors et vous, Pierre Palmade, vous préféreriez être réincarné en slip de François Hollande, de François Bayrou ou de Nicolas Sarkozy? Je sais pas, moi, comment on peut savoir quel est le plus propre? Je sais pas, moi. Nicolas Sarkozy, c'est celle que je connais. Ouais. Donc il Et m'envoie. c'est là que François Bayrou, le matin, passe son slip et il fait « Oh, Pierre Palmade !» Bien, alors Jean-Michel Jarre, ça tombe sur vous. D'accord. Vous préféreriez mourir comme Otis Redding dans un crash d'avion, John Lennon, un shot à bout portant, Janis Joplin, une Audi, une overdose, ou comme John Bonham, le batteur de Led Zepp, qui est mort étouffé dans son vomi? Ça, c'est pas une question nulle, sauf le dernier cas, Ouais, je dirais. John Lennon, je prendrais. John Lennon, Ouais, que ce soit rapide. à bout portant. Ouais. Ouais. Et vous? Ouais, enfin, je voudrais pas donner des idées aux gens, mais, mais assassiner, je lis à crash d'avion, je supporterais pas. Ouais, ouais. Et une OD, c'est pas terrible. Si vous étiez en vente dans un sex shop, vous seriez quoi? Je sais pas, non, quoi. Un quoi? Un go? Un go? Mais non, mais il a la réponse. Dites-la la réponse. C'est marqué sur l'affiche. Il sait tout. Ben vous alors? Un truc flatteur. Un gros god. Virilement Oui. flatteur. Ouais. Enfin, Un vous god, dites un god. Moi, je dis virilement flatteur. D'accord. Et là, pareil, Bérou. Oh, Pierre Palmade. Oh là là. Jean-Michel, vous seriez quoi si vous étiez en vente dans un sex shop? Un mode d'emploi. Oui. Oh. T'as La vu- classe. Ah, il a eu le temps d'y questions penser. Ça tombe sur vous. Vous aimeriez avoir un nez supplémentaire, un œil supplémentaire, un doigt supplémentaire, Ou alors quoi? un sexe Bah oui, supplémentaire. bah évidemment, un sexe Bon, d'accord. supplémentaire. Deux forcément. sexes. Bah oui. Vous en auriez deux. Non, c'est pas mal. Bah oui, un œil, ça fait un peu monstre, tandis qu'un un sexe supplémentaire, on fait le normal. sait au dernier. Oui, ça fait
C'est pas mal, non? Mais alors, attendez, Jean-Michel, un sexe d'homme en plus ou un sexe de femme? Ah, bonne question. Allô, Freud. Allô, Freud. Allô, Sigmund. Ça serait pas mal d'avoir un sexe d'homme. C'est pas mal non plus, les deux. Ouais, les deux. Et vous? Moi, j'ai déjà les deux. J'accueille Jean-Michel Jarre. Bonsoir. Jean-Michel Jarre. Bonsoir. Alors, Jean-Michel, 56 ans. Ouais. Toujours aussi juvénile. Ouais, il faut voir l'intérieur. Ouais. Bon. Mais à l'extérieur, c'est très bien préservé. Ouais. Vous buvez pas? Un peu. Un peu quand même? Ouais. Vous fumez pas? Ça dépend quoi. Ouais. Et un peu aussi. Un peu aussi. Tu notes, Laurent. Régime? Pas franchement. Non? Non. Un peu de botox? Pas trop non plus. Pas trop de botox. Sport? Pas trop. Mais c'est quoi alors le secret de votre... Maman, aide-moi, dealer. Ouais. Elle a 90 ans la semaine prochaine. Ah ouais. Elle court comme un lapin. Ah ouais, d'accord. C'est ça le. Donc c'est génétique en fait. Ouais. Je sais que c'est embêtant, j'y peux rien. Je suis désolé, mais que ce soit ma mère ou mon père d'ailleurs, ils sont plutôt en bonne forme. Ouais. J'ai un mail pour vous, Jean-Michel. Ouais. Un mail d'Isabelle Adjani. Ouais. Jean-Michel, où t'as foutu mon petit pull marine? Noyé au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, enlacé, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour. C'était l'affaire de l'été, là. Ça a été comme Quanta et Trintignant l'année d'avant, non? Sauf qu'il n'y a pas eu de mort quand même. Hein. Oui, il n'y a pas eu de mort. Il faut quand même se calmer. Quand même. Ouais. Non, mais c'est fou cette histoire, non? Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est un peu gênant d'occuper autant de place alors qu'il y a des choses qui sont un peu plus graves qui se passent dans le monde. Donc j'avais un peu honte quand même. Ça a bien pris la tête de tout le monde, hein? La mienne aussi. Ouais, j'imagine, oui. Ouais. Alors l'histoire, on la connaît. Donc 2 ans après avoir fait la une de Match ensemble, pour annoncer votre liaison, Isabelle Adjani, seule, y annonce votre rupture. Puis elle explique que vous êtes un pervers relationnel, qui l'a trompée depuis 6 mois et qui tentait de la détruire comme il l'avait tenté déjà auparavant de détruire Charlotte Rampling. Ça doit faire drôle de lire ça dans le journal, non? Bah oui, c'est plutôt choquant. Ça abîme, ça fait de la peine aussi par rapport au fait de mettre en cause Charlotte aussi, avec qui j'ai vécu 20 ans de manière très heureuse et avec qui depuis j'entretiens les meilleures relations du monde. On est très très liés, très amis, donc ça nous a beaucoup tous affectés. Mais dans ce cas-là, le clan se resserre, donc on survit quand même. Hein. Ouais. Alors la semaine suivante, changement de ton, c'est-à-dire c'est plus une femme blessée, c'est dans elle, c'est la dignité d'une femme, pourquoi je témoigne, donc là ça prend un tour déjà un petit peu plus hautain. Et puis la semaine d'après, alors là c'est le comble, dans l'Express, Isabelle Adjani explique qu'elle veut briser le tabou de l'infidélité masculine. Il faut libérer la parole des femmes sur ce phénomène de société. Alors là, vous devenez le symbole national de l'homme infidèle, quoi. C'est plus seulement une histoire qui tourne mal, là. Oui, enfin, j'ai toujours pas bien compris d'ailleurs tout ça. C'est-à-dire, d'une part, bon, moi j'ai décidé depuis le départ de ne pas faire de commentaires, comme vous le savez, dans la presse. Enfin, c'est désagréable déjà d'étaler sa vie privée en public, mais son intimité en public, c'est encore pire, je dirais. Et que, donc, j'ai décidé d'ailleurs, par respect pour elle, de ne pas répondre. J'ai évidemment une autre version des faits. Et en ce qui concerne le fait d'ériger un cas particulier en prétexte pour aborder un thème comme celui de l'infidélité ne semble pas du tout me concerner, tout simplement. Ouais. Donc là, à cause de vous, je dirais, ou grâce à vous, elle est partie dans un combat national. Elle veut faire changer la loi française qui ne reconnaît pas la cruauté mentale ni le harcèlement moral dans le cadre privé. C'est vrai qu'au travail, on peut accuser quelqu'un de vous harceler. Dans la vie privée, ça n'existe pas. Donc peut-être que grâce à vous... Bah, j'espère, ça peut peut-être servir. Bah, je voudrais quand même dire que... Il va y avoir la loi Jarre. Voilà. Dans une histoire... Le Jarre est le mari de loi déjà, donc on n'était pas mariés. Hein.
Donc ça ne peut pas être le cas. On va dire le mal. Voilà. Donc, tu es le mal. Le genre et le mal de loi. C'est le mal tout Bon, court. continuez, Jean-Michel, continuez. Non, je veux simplement dire que je pense que dans une histoire comme toute histoire, je pense que tout le monde l'aura compris. Je veux dire que quand une relation démarre, on a simplement, on espère tous les deux que les choses aillent bien, et finalement, il n'y a pas de bourreau, de victime, de gentil ou de méchant. Je veux dire, c'est tout à fait, c'est triste qu'une relation qu'on espère durer, ne dure pas. Mais je pense qu'en l'occurrence, il n'y a pas un responsable, il y en a toujours deux responsables ou deux victimes. Mais je ne me sens pas du tout dans mon rôle, à aucun moment, dans un rôle de pervers, de manipulation, de manipulateur. C'est pas du tout comme ça que j'ai vécu et je ne me sens absolument pas concerné. Ce que vous dites, c'est on n'était pas mariés, on n'avait pas d'enfants, donc il n'y a pas de problème, quoi. C'est une histoire entre deux adultes consentants. Une femme au bord de la route avec quatre enfants, etc. Bon, là, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants. Et ce qui m'a affecté surtout, c'est qu'on puisse mettre en doute un des chapitres importants de ma vie, qui est la relation avec Charlotte, on est resté mariés 20 ans, et très bien, et on est très proches aujourd'hui, donc il faut comparer ce qu'il y a de comparable. On est resté entre 1 an et demi et 20 ans, c'est vrai, c'est différent, on va dire. Alors vous dites le harcelé, c'est moi quand même, hein, parce que vous dites c'est un peu liaison fatale l'histoire quand même, non? C'est vrai que ça a été un peu lourd, c'est vrai que cet été a été un peu pénible et que j'ai eu un peu honte d'occuper et que toute cette affaire occupe autant de place. Il y a un truc sur lequel vous êtes au moins d'accord tous les deux, c'est que vous dites elle fait ça pour se faire de la promo parce qu'elle réussit pas très bien au cinéma, et elle dit il fait ça parce qu'il sort un disque, quoi. Donc vous êtes d'accord sur le fait de vous accuser mutuellement de faire ça pour la promotion. C'est déjà pas mal. Pas du tout. Moi, je veux dire que j'ai deux actualités effectivement à la rentrée. En ce qui me concerne, j'ai pas besoin de ça, j'ai jamais eu besoin de ça, et je pense que c'est plutôt gênant. La preuve d'ailleurs, c'est que je viens dans cette émission et qu'on commence par parler de ça, donc je suis pas venu pour ça. Donc c'est plutôt une chose qui est gênante quand on a une actualité, plutôt que pas. Je pense que c'est en revanche, quand on n'en a pas, c'est peut-être confortable. En tous les cas, l'affaire Jean-Michel a pris un tour planétaire, puisque c'est le New York Post qui a annoncé que vous étiez avec Anne Parillaud maintenant. Je suis désolé. Vous avez lu l'interview d'Anne Parillaud ce matin dans Le Parisien? Ah non, j'ai pas lu. Vous savez, je me Elle dit que vous l'avez trompée comme Charlotte Rampling. Isabella les cheveux, Isabella les cheveux, Isabella les cheveux, les yeux Isabella. Alors justement, on va parler du nouvel album qui s'appelle Aéro, qui est sorti cette semaine chez Warner et qui fait montre d'une avancée technologique, comme souvent avec vous d'ailleurs. Alors il faut savoir quand même que le grand-père de Jean-Michel, à Radio Lyon, a été l'un des inventeurs de la console de mixage et qu'il a inventé le pick-up, le tourne-disque Tepaz, voilà. Donc c'est sûr que c'est de famille quand même, hein. Très tôt, vous avez été initié à la technologie du son et ensuite vous avez travaillé avec Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique électro, au groupe de recherche musicale. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé à faire Oxygène et ensuite vous avez vendu 60 millions d'albums. Donc c'est vrai que vous avez toujours été très intéressé par la dimension technologique de la musique. Enfin, moi ce qui m'intéresse surtout dans la musique, c'est plutôt le feeling, l'émotion et la technologie. En fait, sert à ça. Je veux dire, c'est pas Vivaldi qui a fait qu'on a inventé le violon. C'est parce que le violon a été inventé précédemment que Vivaldi a pu faire la musique qu'il a faite. Donc moi, ce qui m'intéresse depuis... C'est comme la guitare électrique et Chuck Berry, quoi. Exactement. Alors à l'époque du groupe de recherche de Pierre Schaeffer, vous travailliez avec des multi-canaux, donc il y avait du son qui arrivait de partout, multipistes, et finalement ça vous manquait dans la stéréo. Non, c'est vrai qu'à l'époque de Schaeffer, on travaillait avec plein de haut-parleurs dans les studios. Et c'est vrai qu'il y avait un côté complètement organique, physique, sensuel, je dirais, de la musique. J'ai trouvé que quand j'ai commencé à faire des disques en stéréo, j'avais l'impression que le son était un peu à plat, comme ça, en 2D. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre finalement la fin du CD, puisque c'est ce qu'on annonce, et qu'il est remplacé peu à peu par le DVD, pour retrouver, grâce au cinéma, cette espèce de son enveloppant, et qui est beaucoup plus, au fond, beaucoup plus sensuel et beaucoup plus direct. Tu comprends ce qu'il fait? En fait, c'est du home cinéma pour le son. En fait,
c'est pas du, c'est aujourd'hui une manière d'écouter la musique qui s'est démocratisée à cause du cinéma et à cause du home cinéma. Il doit y avoir à peu près 35-40 millions de foyers en Europe qui sont équipés de cette manière-là. Et en fait, c'est une révolution qui est aussi importante que quand on est passé du mono à la stéréo, c'est-à-dire de 1 haut-parleur à 2 haut-parleurs. Et en fait, aujourd'hui, c'est effectivement une manière d'écouter de la musique qui est complètement différente et qui va certainement changer aussi la manière d'en faire. T'as compris, Laurent? Oui, j'ai compris. Tu me prends pour un con, ça commence à me casser les couilles. Jean-Michel Jarre. L'album s'appelle Aéro. Et le dernier morceau qu'on a entendu s'appelle Aérologie. Donc le premier disque en norme cinéma, home cinéma, c'est-à-dire avec 5 haut-parleurs. Alors à l'origine, c'était un projet qui était exclusivement musical, sans image donc. Et puis, comme il y a un DVD, vous avez décidé de mettre une image. Mais au lieu de faire plein de petits clips comme ça qui auraient été illustratifs, ça n'aurait pas été bien, vous avez une grande idée que vous allez nous expliquer, Jean-Michel. C'est vrai que sur un projet qui est avant tout musical, plutôt que d'avoir une série de clips et qui est un contenu narratif, j'ai essayé de trouver quelque chose qui soit à la fois personnel, à la fois universel, qui soit en fait, qui ne dérange pas le fait de pouvoir créer ses propres images, comme quand on écoute... C'est une très bonne idée, c'est une idée warholienne. Alors, il va l'expliquer, Il avait fait un truc Warhol avec Morrissey, ils avaient filmé un mec qui dormait pendant 8 heures. Et là, c'est un regard, pendant 75 minutes, c'est le regard de Anne Parillo, qui écoute les 75 minutes de musique. Donc tu vois la musique dans ses yeux, tu vois les images dans ses yeux. Alors c'est vrai, on a ça dans un coin de son salon, le regard d'Anne Parillo, c'est très agréable. Oui, il y a pire, c'est vrai. Il y a pire, non? Oui. Enfin, vous l'avez tous les jours. Une prise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Une seule prise, oui. Ouais. Ça a eu du cul, elle aurait pu prendre un coca, avoir un row et hop, on l'a refait, tu vois. Eh bien justement, tiens, Jean-Michel, justement, il va faire un concert à Pékin le 10 octobre, hein. Vous le porterez, non, ça. Bien sûr, il n'y aura pas un Pékin. Alors, ce sera le premier concert en 5-1, ça aussi. Bien entendu. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura des haut-parleurs partout. C'est un concert assez différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, qui est donc se situe devant la Cité Interdite, et avec des écrans qui sont dans différents endroits de Pékin, dont le sud de la place Tiananmen. Et donc qui est diffusé en 5.1 et qui a aussi ceci de particulier, puisqu'il y a énormément de sociétés françaises qui soutiennent toute cette année de la France en Chine, et notamment Thomson. Et aussi bien sur le plan de la scénographie que sur le plan de la retransmission. La retransmission va avoir lieu en haute définition, et aussi bien en direct d'ailleurs en Chine, ce qui est une première, qu'en Europe, et on aura le... C'est retransmis en Chine? C'est retransmis dans toute la Chine. Dans une caisson de basse, il sera déguisé en char, place Tiananmen, c'est vrai ou c'est une rumeur, ça? Vous n'êtes pas gêné par la nature du régime chinois, non? Moi, je suis allé dans les années 80, j'ai été le premier artiste occidental à jouer là-bas.
juste après la chute de la bande des quatre. Je connais bien les milieux intellectuels et artistiques chinois depuis. Et quand on m'a proposé ce projet, je suis allé à Pékin pour justement un petit peu me rendre compte de l'état des choses. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas encore comme on le souhaiterait, mais j'ai reçu le soutien de la totalité des intellectuels, d'écrivains comme Dai Sijie, comme Su Xing, comme des musiciens, des cinéastes, qui ont tous envie aussi de reprendre un peu la main dans la capitale, sur le plan culturel. Il y a deux théories, soit on va là-bas et on ne les laisse pas isolés, c'est ce que vous faites, bien sûr, soit on n'y va pas parce que quand même en Chine, il y a des camps de concentration quand même. Bien sûr, depuis le départ... Il y a des artistes aussi qui attaquent le marché chinois, qui est un marché incroyable, c'est aussi des... Enfin, surtout pour les pirates. Oui, il y a quand même quelques disques qui se vendent, il y a des sous à faire là-bas aussi. Mais disons qu'au-delà de ça, je crois qu'effectivement, il y a deux attitudes, comme le disait Thierry. Il y en a une qui consiste à rester chez soi et à se dire, tant que les choses ne sont pas comme nous, on pense qu'elles doivent être dans un pays, en plus que je rappelle, près d'1,5 milliard de gens, donc les choses sont forcément un peu différentes. Et à ce moment-là, finalement, ça ne change pas trop les choses, parce qu'il faut bien se dire que pour nous, pour la Chine, nous, on est un peu Monaco. Donc notre opinion compte pas beaucoup. Puis il y a une autre attitude qui consiste à aller là-bas et puis à communiquer, à rester quand même attentif, à ne pas non plus se laisser aveugler par un certain nombre de choses. Et je crois que c'est le but de l'année de la France en Chine. T'es convaincu? Non, pas trop. Non, mais il y avait quand même beaucoup de gens ici qui étaient... Moi, je pense que c'est bien d'aller dans un pays et de ne pas attendre que les choses changent pour y aller. Mais c'est bien si on veut un peu noyauter le pays et puis quitte à faire des esclandres ou des incidents diplomatiques, mais de profiter du fait d'être là-bas pour dire à voix haute ce qu'on n'a pas le droit de dire là-bas. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ils s'en foutent. Non, mais ça, ils s'en foutent. Je veux dire que l'opinion de la France, franchement, ça compte malheureusement pas beaucoup. Non, et je pense que l'opinion des artistes est très très importante. Oui, mais je pense que justement, il faut y aller pour pouvoir l'exprimer, pour pouvoir justement aider aussi de l'extérieur à ce que les artistes chinois puissent s'exprimer. Parce que c'est aussi ça le problème. Et je pense qu'il faut faire attention de ne pas avoir un rapport avec les Chinois décalé. C'est-à-dire qu'on a à certains moments été maoïste aussi, au moment où Mao déportait des millions de gens. Donc il faut faire attention de ne pas toujours avoir une idée une idée préconçue de la Chine depuis le Café de Flore. Je pense que c'est important d'y aller et puis de rester les yeux ouverts, de ne pas être naïf et d'être attentif. Vous partez avec votre maman? On va fêter ses 90 ans à Pékin. Tu le crois, ça? C'est une contrepétrie? Non. C'est incroyable. Elle risque d'ouvrir sa gueule parce qu'elle, c'est quelqu'un qui ouvre sa gueule. Pendant la guerre, elle était dans les francs-tireurs de la région de Lyon. Elle était dans les camps, donc elle sait de quoi elle parle. Ensuite, elle a été déportée à Ravensbrück. Elle sait de quoi on parle, là. Les camps, elle les a connus, elle. Tout à fait. Et donc, je suis très, très fier et très heureux qu'elle puisse venir et qu'on puisse justement fêter son anniversaire à Pékin. Alors, je disais récemment dans la presse, vous parliez de votre père, Maurice Jarre, et vous disiez que ça allait pas mieux, finalement, 40 ans après. À un moment, ça allait un peu mieux parce qu'il s'intéressait à votre fils, mais quand même, c'était... j'ai pas trop envie de parler de ça parce que finalement, les choses se passent pas si mal que ça. C'est vrai que quand on vit très loin d'un des parents et finalement, l'absence ou la béance, c'est pire que le conflit et que on se dit finalement c'est peut-être pas mal qu'on regrette peut-être que son père vous ait pas mis sa main sur la gueule parce que au moins c'est un vrai contact, au moins c'en est un. Et que quand ça n'a pas lieu, c'est vrai que c'est lourd à porter, mais finalement les choses s'arrangent et puis je pense qu'elles vont s'arranger. Enfin, en tout cas, c'est ce que je me dis. C'est quand même un truc dont vous êtes parmi, ça. Hein. C'est très difficile parce que finalement, finalement, si vous avez un des parents, ce que je ne souhaite évidemment à personne, mais qui meurt, vous en faites le deuil. L'absence, c'est un peu l'indifférence. Donc, on n'a pas tellement de manière de prendre ça. Enfin, moi, j'ai eu du mal. Mais en fait, en même temps, je ne lui en veux pas. C'est l'histoire des parents. Au bout d'un moment, on ne juge pas son père ou sa mère. C'est d'ailleurs l'erreur qu'on fait. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. Non, c'est vrai. Maxime Le Forestier. Enfin, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on ne choisisse pas ses parents. Il y a une discussion. Alors, Jean-Michel Jarre, Isabelle Adjani a fait de vous, donc on le disait tout à l'heure, l'étendarde de l'infidélité. En fait, vous êtes assez fidèle, contrairement à ce qu'elle dit. C'est pour ça que j'ai toujours pas compris, d'ailleurs. Oui, parce que vous êtes resté quand même 20 ans avec Charlotte Rampling. Ce qui n'était pas d'ailleurs un record, ce qui était extrêmement agréable. Et c'est pas. C'est long quand même. Oui, c'est long. Mais... Et puis surtout, vous êtes resté 30 ans dans votre ancienne maison de disques, Dreyfus, avant Warner, qui est votre nouvelle maison de disques. Donc ça fait quand même des longues périodes, quoi.
Oui, non, c'est pour ça que je me sens absolument pas concerné par cette histoire de... Par cette histoire, de toute façon. Je vous trouve assez fidèle et il n'est pas très étonnant qu'on fasse une interview fidélité absolue. À quel groupe de rock avez-vous toujours été fidèle? Led Zeppelin. À quel chanteur avez-vous toujours été fidèle? John Lennon. Mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. Edith Piaf aussi, Kalsoum. Ouais. Jérôme Kalsoum. Ouais. Ouais. C'était un choc pour vous. Vous l'avez vu, je crois, au théâtre des Champs-Élysées, Kalsoum. Hein. Ouais. Les deux chocs, ça a été Kalsoum. Et puis, pour l'anniversaire de mes 10 ans, je traînais dans un petit bar de la rue de la Huchette, voilà. Au Chat qui pêche, d'ailleurs. Et Chet Baker a joué de la trompette pour mon anniversaire comme ça, parce que j'étais le gosse qui traînait dans la boîte, et c'est aussi un de mes grands souvenirs de musique. En fait, le Chat qui pêche était dirigé par une bonne femme que votre mère avait connue dans les camps. En prison, oui. Qui s'appelait Mimi Ricard et qui a ouvert le Chat qui pêche, qui était la boîte de jazz moderne après la guerre, dans laquelle se produisent des gens comme Don Cherry, John Coltrane. Don Cherry, le père de Néné Cherry. Absolument. Voilà. Et Chet Baker, donc. Ouais. À quelle femme avez-vous toujours été fidèle? À ma mère. Bonne réponse. À quelle maîtresse avez-vous toujours été fidèle? À ma maîtresse de CM2. J'étais sûr qu'il allait dire ça. Non, c'est facile. Non, moi j'allais dire maîtresse de CM2. Moi j'aurais vu son côté voyante. Ah oui, la maîtresse de CM2. Très bonne réponse, il s'en sort bien. Hein? À quelle conviction religieuse avez-vous toujours été fidèle? Il y a quelque chose là-haut qui est de moins en moins précis, mais dont je suis de plus en plus sûr. Ouais. À quelle boîte de nuit avez-vous toujours été fidèle? J'aurais envie de dire le Marquis. Ouais, à Londres. Club à Londres. Dans les années 60. Parce que c'est un club dont je suis toujours resté fidèle par le cœur, en tout cas, parce que c'est le premier club où je me suis produit quand je devais avoir 14 ans. Et il y avait un groupe qui passait derrière, qui n'était pas très connu, dans lequel il y avait Jimmy Page, Eric Clapton, etc. Un an après, c'était les Yardbirds. Ouais. Donc c'est un truc qui m'a marqué. Ça. Et vous, c'était les Dustbins? Voilà, exactement. Ouais. À quelle drogue avez-vous toujours été fidèle? La douce. À quelle pratique sexuelle avez-vous toujours été fidèle? J'ai bien dit à l'intérieur. La masturbation. La masturbation. Ça vous plaît, ça? C'est bien. Tu préfères quand t'es tout seul, quoi, t'es plus détendu. Ça dépend, j'ai pas dit que... Parce que la masturbation ne se pratique pas seulement en solitaire. Je te laisse ça, c'est l'onanisme, ça. Vas-y, c'est différent. Je te laisse fabriquer tes images, Laurent. Jean-Michel Jarre, c'est en vente depuis cette semaine. Alors, sur ce DVD, on trouve également Liberté d'expression. Donc c'est vous et Sui Zhen, qui est le numéro 1 du rock chinois, celui qui en 1989, au moment du mouvement étudiant, avait chanté sur la place Tiananmen avec un bandeau rouge sur les yeux. Alors, dans le DVD, on le voit répéter la chanson de Piaf, La Foule, hein, dans un studio, et ensuite on vous voit lui expliquer que vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire monter sur scène. Effectivement, il y a eu un veto des autorités chinoises, mais ça, c'est dit nulle part, quand même, là, dans le DVD. Quand on m'a proposé de faire l'ouverture de l'année de la France en Chine au cœur de Pékin, avant d'accepter, j'ai rencontré quand même un certain nombre d'amis écrivains, musiciens ou artistes ou intellectuels chinois pour savoir si c'était finalement bien par rapport à la vision qu'on a, nous, de la Chine, et pas seulement la vision qu'on a, mais la réalité. C'est-à-dire qu'un pays qui n'est quand même pas complètement raccord et politiquement correct au plan des droits de l'homme, savoir si c'était une bonne idée de le faire. Et j'ai été étonné de voir que 100% des artistes chinois m'ont dit il faut absolument que tu le fasses. D'abord, bon, on te connaît en Chine, ensuite... ce n'est pas un Chinois qui va le faire, et pour nous, c'est une opportunité de pouvoir reprendre la main sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, au centre de la capitale. Et donc, la responsabilité, moi, et la condition que je me suis mise à moi-même, c'était d'intégrer et vraiment d'essayer d'impliquer les musiciens dissidents, les peintres, les vidéastes au maximum dans ce concert. Pas sous forme de festival, mais vraiment de les impliquer dans le projet.
Et ça a été finalement assez réussi. On a effectivement négocié pied à pied jusqu'au bout, et que sur les 3 musiciens effectivement qui étaient avec moi sur scène, qui étaient tous les 3 très impliqués dans les événements de 89, un seul n'a pas pu être là. Et ils me l'ont expliqué d'ailleurs, et finalement je l'ai reconnu, c'est qu'il y a une différence entre aller faire des concerts comme ça, et puis de faire un concert dans un cadre extrêmement formel, devant les membres du gouvernement, qui seront pris à la télévision en direct en train de l'applaudir, etc. Donc finalement, on est tombé d'accord qu'il serait sur le DVD, qu'il serait sur la retransmission Internet, mais que les 2 autres musiciens, notamment la fille qu'on vient de voir jouer, qui était une des grandes chanteuses et joueuses de héros chinois, qui a été la femme du leader étudiant en 89, soit là. Donc je pense que c'est bien aussi de comprendre aussi le fait que finalement sur 3 il y en a 2 qui étaient là, et puis évidemment le fait de dire liberté, égalité, fraternité en chinois en direct à la télévision était finalement un pari réussi, et les objectifs que je m'étais fixés et qu'on s'était fixés, je pense étaient parfaitement réussis. Et je crois que ça pose la question de savoir, est-ce qu'il faut aller dans un pays comme la Chine? Est-ce qu'il faut aller s'exprimer? Est-ce qu'il faut aller jouer? Est-ce qu'il faut aller montrer ses films? Est-ce qu'il faut aller... et la réponse, à mon avis, est évidemment oui. Puisque vous y êtes déjà allé, mais Reporters sans frontières était opposé à ça, et vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, et je trouve que c'est une erreur. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir cette espèce d'arrogance, souvent, ou de boycott mou, qui fait qu'au bout du compte, en ce qui concerne les Chinois quand même se fichent un peu de l'opinion de la France. Et je crois que c'est pas une solution. Je crois qu'il faut être astucieux, il faut venir à l'intérieur du pays, le comprendre. C'est-à-dire vous y allez, et puis voilà. Pour noyauter le système. Ce qui est à signaler quand même, c'est que c'est la première fois que la télévision chinoise a retransmis un concert en direct sans coupure. C'est qu'ils auraient très bien pu me couper aussi quand j'ai fait Liberté, Égalité, Fraternité en chinois sur le place Tiananmen. C'est vrai qu'ils auraient tout à fait pu le couper. Ils ne l'ont pas fait. Alors, Isabelle Adjani, on va pas revenir là-dessus, c'est plein de votre attitude, Jean-Michel, voilà, on en a déjà parlé. Il y a quelqu'un d'autre qui récemment ici s'est plaint de votre attitude. C'est Jean-Pierre Raffarin. Non. Ça m'a fait du bien de leur dire. Un point, à chaque fois un point. Ah oui. Et si on essayait de placer le plus souvent possible Jean-Pierre Raffarin? C'est ça, c'est le but du jeu, tu marques un point à chaque fois. Tu fais les comptes, Frédéric? Il faut le faire habilement. Il y a quelqu'un d'autre qui récemment ici s'est plaint de votre attitude. C'est Patrick Juvet, qui s'est plaint que vous l'avez laissé tomber. Comme une merde, il a dit. Après une histoire d'amour, il dit, il m'a laissé tomber. Et ses malheurs, apparemment, viennent de là. S'il est dans cet état-là, Patrick Juvet, aujourd'hui, je ne savais pas, moi. C'est parce que vous l'avez abandonné. Je suis très oublié, comme une valise à la consigne, lamentable. Absolument. Je savais pas. Il dort à côté du téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, sérieusement? Vous étiez très proche à un moment et... Plus que proche. Que soit Patrick Juvet ou Christophe ou d'autres, je veux dire qu'effectivement, j'ai travaillé avec eux, on a travaillé ensemble, on a fait 2 albums, on a toujours été très bons amis. Et évidemment, il y mettait une dimension affective, voire amoureuse, que vous ne mettiez pas. Il aurait dû s'extérioriser plus, ça aurait peut-être changé mon destin, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Vous êtes quand même un peu un bourreau des cœurs, quand même, hein? Je sais pas. Ah si. Ah bon? C'est vrai qu'à l'école, vous aviez déjà des maîtresses. Bien. Vous êtes toujours avec Anne Parillaud? Bien sûr. On va voir quel type de mec vous êtes, Jean-Michel Jarre. On va faire une interview vérif. Est-ce que vous avez déjà piqué une fille à un copain? Piqué, peut-être pas. Il y a pu y avoir une passation de pouvoir, peut-être à un certain moment. Comme Jean-Pierre Raffarin. Ça, bravo. Celui-là, il est bien. Celui-là, il est bien. Alors, ce qu'on va faire, on va pas tous les noter. On va noter ce qui tombe vraiment juste. Celui-là, il tombe juste. Voilà, passation de pouvoir. Jean-Pierre Raffarin. Bravo, Laurent. Est-ce que vous avez déjà trompé votre copine alors qu'elle était enceinte? De Jean-Pierre Raffarin. Non. Non. Je l'ai tenté. Non, ça marche pas. tenté. Non, mais il marche pas. Pourquoi il a jamais engrossé personne, Jean-Pierre Raffarin? Sa femme. Mais je n'ai jamais eu de copine enceinte. Ouais, donc vous n'avez pas pu, voilà, donc d'accord. Vous avez déjà proposé le mariage à une fille en sachant que vous ne le feriez pas? Non. Vous avez déjà révélé que les seins d'une fille étaient faux? Révélé à qui? À d'autres? J'ai bien une idée, mais ça va pas lui plaire. Je tente même plus maintenant. Non. Vous êtes déjà barré de chez une fille avant qu'elle se réveille? Ah. Jamy, on dit la vérité à Titi.
Jamy. Avant qu'elle se réveille. Bon. Non, je crois pas. Ah non, non. Est-ce que vous avez déjà... Jean-Pierre Raffarin. Celui-là, on peut le prendre. Oui. Yes, 2 points. Bien. Voilà. Vous avez déjà rappelé une ex juste pour vérifier qu'elle voulait encore coucher avec vous? Mais non. Baba. Oh non. Non, Baba. Il le fait bien, mais non. Je suis pas du tout comme ça, moi. Pas ouais du tout. Ah, non, non, pas du tout. C'est un saint, finalement. Hein. Tu sais qui me fait penser? Non. Je suis pas sûr, le Ça vérifie, celui-là. Est-ce que tu as menti pendant cette interview? Pas du tout. T'as toujours eu une positive attitude quand même, hein? Jean-Michel Jarre, Jarre in China. Le concert de la Cité Interdite, le concert de la place Tiananmen. J'accueille Ampariyo. C'est la première fois que vous êtes réunis sur un plateau de télévision, non? Oui, c'est le hasard, il faut le dire. Oui, en plus, c'est le hasard. Ils n'ont pas fait tourner manège ensemble déjà? Non. Vous deviez venir il y a 3 semaines. Hein. Ouais. Il y a eu le mariage, tout ça. J'étais occupé. Voilà, et puis Anne sort un film, donc c'est... Voilà. Bah, c'est tombé comme ça. C'est tombé comme ça. On n'allait pas faire le début de l'émission et la fin, donc on... Ouais. Oui, on a fait ça avec Laurent Gérard et Mathilde Seigné. Enfin, ils venaient de se séparer en même temps, mais c'était pas très... Vous préférez qu'on vous appelle Anne Jarre ou Anne Pariyo? Anne Pariyo-Jarre. Anne Pariyo-Jarre. Ah. Vous avez entendu l'interview au Vérif, là, juste avant? Il est formidable, il a aucun défaut, Jean-Michel, hein, c'est incroyable. Il a jamais fait un coup tordu à une gonzesse. J'en ai entendu que la moitié, hein, parce qu'entre-temps, on m'a fait descendre, donc ouais. Il manque des éléments. Il n'écoute pas tout ce que je dis. Non, mais il est formidable. C'est ta chance. Vraiment. Mail de Florent Pagny, est-ce que vous êtes marié pour les impôts? Ouais, je sais même pas ce que ça change à ce niveau-là. Lui, oui. Une demi-part, non? Jean-Michel, vous qui êtes habitué à rassembler des millions de gens, vous n'étiez pas déçu qu'il n'y ait que 350 personnes à votre mariage? Il y en avait moins. Il y en avait moins. Ah, c'était intime alors? Oui, c'était intime, oui. Il y en avait un petit beaucoup comité? moins. Oui, oui. Il y en avait beaucoup moins. L'année dernière, Isabelle Adjani a déclaré dans la presse que vous lui aviez promis le mariage avant de la tromper avec Anne. Vous avez regretté, vous l'avez dit ici d'ailleurs, cet étalage de votre vie privée dans la presse People. 1 an plus tard, vous épousez Anne et vous faites la couverture de Paris Match. Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci? Ça va, c'est pas un truc perso le mariage, non, je pense que c'est pas ça. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où on est des gens publics, ben, on est exposé à être poursuivi. C'est ce qu'on a beaucoup vécu depuis 1 an et demi. Et que la rétention à tout prix, de toute façon, n'est pas non plus une solution. Donc au bout du compte, je pense que s'exposer, c'est aussi se protéger. On y a beaucoup réfléchi. Hein, oui, c'est ça, parce que quand c'est Isabelle Adjani qui raconte ses malheurs dans Match, vous trouvez que c'est une atteinte à la vie privée? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, non. La différence, c'est de mettre en cause des gens en racontant des choses qui ne sont pas vraies et en mettant en cause en particulier des gens qui n'ont rien à voir avec les protagonistes, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, etc. Tu sais avec qui elle est aujourd'hui, Isabelle Adjani? Oui. Tu vas pas me croire. Tu sais qui elle est? Oui. Tu sais? Oui. C'est dur à dire. Hein. Alors, est-ce que... moi, je vous posais une question, parce que je l'ai vu, l'article dans Match. Je me demande si vous avez vérifié les titres, si on vous a donné à les lire avant publication. Il y a écrit « Ils ressemblent à des gosses, indécrottables galopins, qui nous font rêver d'éternelle jeunesse. » C'est beau, hein? Elle écrit bien, hein? Ouais. Oui, elle écrit bien, elle écrit très bien. Ouais. Alors, Anne, vous avez déclaré dans Elle, Paris, lorsque je l'ai vu, en parlant de Jean-Michel, j'ai su que c'était lui. Bah oui, j'ai rien à rajouter en fait, c'est vrai. C'est vrai. C'était quand votre première rencontre? C'était l'année dernière, début 2004. Au milieu 2004, enfin dans le premier semestre 2004. Vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés chez des amis communs. Quels amis?
Ça, on va justement le garder pour nous. Et tout de suite, vous avez senti que c'était Jean-Michel, quoi. Hein? Mais vous le connaissiez quand même, il est connu, Jean-Michel. Pourquoi vous avez attendu ce jour-là? Non, mais je crois que, bon, on peut voir les choses comme ça, mais effectivement, toutes les rencontres sont des rencontres qui, au fond, sont toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui soit fondamentalement différente. Vous avez eu le même coup de foudre, vous, pour... C'est pas un coup de foudre, c'est une évidence. Donc c'est pas un coup de foudre, c'est d'une certaine manière le contraire d'un coup de foudre, le contraire de quelque chose qui se consume. Ouais. C'est au contraire vous êtes quelque chose reconnu, qui... quoi. Voilà. Ça c'est le mot. On va dire que c'est le mot. Reconnaissance, exactement. Vous en êtes à votre 3e mariage. Quelles erreurs vous allez éviter cette fois? L'adultère, déjà? Non. Je vais continuer. Je pense que quand on se marie à l'église, c'est une dimension totalement différente. Et que moi, j'ai pas du tout l'impression de vivre le mariage comme un carcan, comme une obligation, mais au contraire comme une libération. Et si on parle de la fidélité, je pense que la fidélité, c'est plutôt une forme de liberté. Quand on rencontre quelqu'un avec qui on se sent finalement totalement en phase, ce qui n'a pas été nécessairement le cas avant du tout. Anne, lorsque vous êtes venue ici il y a 3 ans, presque jour pour jour, vous m'avez dit « J'adore être soumise au regard d'un Pygmalion, quelqu'un qui me construit en fait ». Et vous pensez qu'avec Jean-Michel, vous avez trouvé ce Pygmalion qui va vous construire? Non, je pense que justement, c'est très très différent et c'est pour ça que moi, ce que j'ai senti, c'est quelque chose que je n'ai jamais senti auparavant. Et justement, j'ai souvent... j'ai pu me tromper... Enfin, je renie rien et je ne regrette rien parce qu'effectivement, tout ça, ça a été une construction importante pour moi. Mais le besoin de Pygmalion, c'est aussi parfois une façon déviée de ne pas savoir ce qu'on cherche et de ne pas savoir ce qui vous manque et de trouver à travers le pygmalionisme un semblant d'équilibre ou d'harmonie. Justement, c'est quelque chose qui n'existe pas avec Jean-Michel et c'est donc pour moi essentiel parce qu'on part sur une base de partage et non pas sur une base de soumission. Une relation, c'est évidemment lié à une notion d'équilibre, donc je pense qu'elle a autant à m'apprendre que j'ai à lui apprendre. Jusque-là, elle avait eu des Pygmalions. Oui, je sais pas, ça je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Elle nous l'a dit, alors. Alors, vous m'avez dit aussi, je me vois pas belle, je me vis pas belle, j'ai des troubles avec mon image, ça va mieux là? Oui, mais je vous avais dit aussi qu'à l'époque, enfin, que ça provenait de l'enfance, bien évidemment, comme toutes les grandes séquelles qui perdurent en tant qu'adulte, et que finalement, le manque d'amour que j'ai pu ressentir à tort ou à raison, la seule façon effectivement de le combler, c'est d'en recevoir et de savoir le prendre, le vivre, le reconnaître. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est totalement en train d'évoluer. Vous m'aviez dit, j'aurais finalement plus aimé être une femme au foyer, élever des enfants, avoir un mari qui rentre le soir. Non, je vais tout faire maintenant, j'ai envie de tout faire maintenant. Ouais. Alors vous disiez à l'époque, j'arrive pas à être heureuse, j'ai pas les éléments chimiques qu'il faut. Aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, bon, ça paraît totalement... mais tout va. Tout va. Tout va, mais parce qu'en fait, je pense que c'est valable pour tout le monde, ce qui est valable pour moi en fait. Je suis quelqu'un d'assez simple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez l'essentiel et à partir du moment où effectivement il y a la rencontre avec l'autre, il y a énormément de choses qui s'éliminent, il y a énormément de choses, des problématiques qui s'évanouissent, bien évidemment. Puisque d'un seul coup, vous vivez à travers un regard qui vous honore totalement. Au sujet de la fidélité dans le couple, vous disiez que vous n'y croyez pas. Non, c'est vrai, mais j'ai dit beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant de comparer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous y croyez en fait. En fait, toutes les déclarations que j'ai pu faire et donc toutes celles que vous me redemandez, c'est une réponse à la raison pour laquelle je me suis mariée en fait. Oui, d'accord. Pour plus répondre ça. Non, pas du tout pour plus répondre ça. Parce que mes réponses sont plus du tout la même, elles sont plus valables surtout. Je renie rien du tout de tout ce que j'ai pu dire et que toutes les théories que j'avais pu échafauder, sont totalement encore légitimes à mes yeux. Mais il y avait juste un bémol que je ne connaissais pas, qui est effectivement, si vous rencontrez la personne qui est fabriquée pour vous, auquel cas, il y a beaucoup de choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont disparaître. Mais donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes de régler, beaucoup de choses. Et donc la fidélité, c'est quelque chose qui ne se pose plus à partir du moment... Enfin,
Quel est le besoin pour un individu d'aller... Quand on est infidèle, c'est parce que... Enfin bon, je vais parler pour moi. Dans ma définition de l'infidélité, c'était parce que, vraisemblablement, j'allais chercher un petit morceau d'une personne dans plusieurs. Ouais. Et qu'à partir du moment où j'ai le tout, je ne vais pas régresser et repartir chercher des petits morceaux. C'est vachement bien, bravo, bravo. Voilà. Alors vous me disiez aussi... Je vous demandais si c'était meilleur à plusieurs. Vous me disiez, il faut tout essayer. Meilleur avec une femme, il faut tout essayer. Bon, là, maintenant, j'imagine qu'aujourd'hui, tout ça, c'est passé, c'est obsolète, c'est caduque, c'est voilà, c'est Jean-Michel, maintenant. Vous posez même plus toutes ces questions. J'oserais même plus vous les poser, d'ailleurs, moi. Ah, mais ça me fait très plaisir. Voilà. Mariage réussi, uni pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'est quoi avec Jean-Michel, alors? À part la coiffure. Moi, j'aime beaucoup sa coiffure, hein, non, je ils tiens sont à un peu dire. longs, là. Non, là, ils sont un peu longs, non? Vous êtes beaucoup disputés depuis le 14 mai? Non. Non. Je vais faire une interview briseur de ménage. Anne, est-ce que vous êtes toujours amoureuse de Jean-Michel? Oui. Est-ce qu'il vous regarde toujours avec la même fougue? Plus. Ah. Dites-moi, il fait le ménage à la maison, Jean-Michel? Non, mais moi non plus. Ah, et la cuisine? Non, mais moi non plus. C'est quand la dernière fois qu'il vous a emmené un week-end? On en vient. C'était où? C'était où? À Londres. La dernière fois qu'il vous a offert des fleurs? Oula. Je n'aime pas beaucoup les fleurs et lui non plus. Ah. Il vous ouvre la portière de la voiture? Oui. Il vous accompagne à l'aéroport quand vous partez? Je ne suis pas encore partie depuis. Ah là là, vous n'arrivez pas à vous séparer en fait. Ouais, ouais. Vous ne savez pas s'il viendra vous chercher quand vous reviendrez donc. Ouais. Il vous fait des petits déjeuners au lit? Si, bien. Petit déjeuner au lit? J'aime pas ça. Ouais. Il regarde les filles dans la rue? Non. Il a une photo de vous dans son portefeuille? Sur son portable. Il laisse des messages d'amour sur le miroir de la salle de bain avec du rouge à lèvres? Je t'aime, Jamie. Il n'y a plus de moutarde? Non, c'est mon portable. C'est quoi qui vous énerve le plus chez lui, Anne? Tu l'as drogué, c'est pas possible. Est-ce qu'il laisse traîner ses chaussettes? Ah! On cherche la faille, Anne. Il est désordonné. Il y a des miettes dans le lit, il y a des miettes dans le lit. Non, mais je suis très fouillée aussi. Ah, bon, mais on se ressemble beaucoup et ça me dérangera pas en fait. Ouais. Vous l'avez déjà chopé en train de regarder un porno? Non? Non? Dans lequel vous aviez tourné, rajoute.